comprends pourquoi je dis que... Très honnêtement pas saisi s'il perd. Non, mais c'est parce que ils comptent trop sur leur star. À la fin de la journée, je peux comprendre que tu as des stars, mais quand tu regardes les équipes européennes, ils jouent du basket FIBA. Ouais. C'est pas du basket NBA qu'ils jouent, là. Ils Ouais. jouent du vrai basket FIBA, puis il n'y a aucun joueur de USA qui sait jouer ce basket-là. Ouais, c'est sûr. Ils jouent pas assez ce style-là. Fait. C'est pour ça que la France est vraiment bon. C'est pour ça que la Serbie est vraiment bonne, c'est parce qu'ils jouent un jeu comme qui est beaucoup plus physique, numéro 1. Sans dire que les États-Unis ne sont pas physiques. Mais le style de jeu est complètement différent. Le nombre de passes qu'ils font avant d'aller scorer. Ouais. Puis Jokic, vu que lui, il a joué en Europe aussi, fait, Il connaît un peu ce style-là. ouais, il connaît le style. Hey, c'est par 7, il reste 7 minutes. Bro, Team USA peut encore gagner par 10. Là. Yeah. Bienvenue à ce nouvel épisode de Ben Wagen, la caille. Très content d'être avec vous. Mon nom c'est John, toujours avec mon co-animateur Nick. What it do? Ça qu'a fait. So yo, nouveau format, nouveau concept, on le rappelle, on essaie de retourner à ce qu'on avait au début, où on était un peu plus dans un vibe cozy, dans un sous-sol, etc. On avait des débats, on avait des discussions chaudes. Deuxième format, on avait des discussions plus intimes avec des gens, avec différentes personnes, des one-on-one talk. Et là, on veut retourner dans une ambiance un peu plus cozy, mais d'avoir ces discussions un peu plus authentiques, un peu plus profondes. Puis yo, live pendant qu'on tourne, c'est la game USA contre Serbie, demi-finale au basket. Pendant qu'on check un peu la game aux Olympiques, moi je veux que tu me parles des Olympiques live. Comment tu vois ça? Comment tu trouves les jeux? Est-ce que les jeux te satisfait? Est-ce que tu trouves que yo, il y a des bails qui manquent ou c'est pas autant excitant que les autres jeux qu'on a déjà eus? Comment tu vois ça? Non, 100%. Moi, c'est les jeux d'été, pour moi, c'est les meilleurs jeux olympiques qu'il peut y avoir. Au-dessus des jeux en hiver, là. Yeah. C'est captivant, il y a des belles histoires qui sont racontées. Juste hier, je lisais un peu sur l'histoire de Philippe, un Haïtien qui est allé, et qui est un judoka. Fait que c'est des belles histoires ici et là qui viennent par-ci, par-là. Donc ça raconte que présentement, dans les Jeux olympiques, un Haïtien, c'est pas quelque chose qu'on voit très souvent, qui a passé à travers énormément de misère juste pour pouvoir arriver aux Jeux olympiques. Donc, c'est-à-dire aller faire des essais à gauche et à droite avec ses propres paiements à lui aussi. Donc, c'est des belles histoires comme ça. Simone Biles, je ne peux jamais mettre ça de côté. Tu sais, là, je pense qu'il maintenant, il y a un truc avec elle qui se passe là présentement. Là, une histoire que une ancienne joueuse disait quelque chose. En fait, non, Susanna est bon, oui. Non, il est excellent, mais ça crée quelque chose autour du sport aussi. Mais, tu sais, il y a... Ouais, ça a fermé. Oh. C'est la fois que je vais marquer. Ça a fermé là, pendant que... Ok, attends. Non, il n'y a plus de batterie, je pense. Non, la batterie est full en plus. C'est ça que je trouve qu'il est weird. Est-ce que ça l'affecte beaucoup l'image? Pas tant, non. Je pense que tu peux rouler sans. Ouais, parce que c'est la première épisode. On a fait ça. Mais ouais, mais t'as vu le zen, à un moment donné, là, c'est que... Yo, c'est simple, là, c'est que la femme, c'est une ancienne gymnaste, je pense, puis qui avait dit que, yo, à part Simone Biles, il n'y a personne dans Team USA gymnastique qui est talentueux ou qui est bon, et puis après... C'est un méga disrespect, là. Mais oui, c'est parce que, yo, un, qu'est-ce que t'en sais? Ouais. Tu comprends? Un, qu'est-ce que t'en sais, puis deux, tout se Le travail qui est fait derrière ça, puis tout. Mais l'affaire qui est, je vais dire, doublement drôle, c'est le hit qu'elle prend après. Puis là, elle demande à Simone Biles de l'aider. C'est comme, à quoi on joue là ici? Comme, t'es capable de parler mal, puis après ça, t'es pas capable de prendre le hit qui vient avec. J'ai un peu de la misère avec ça. Puis elle vit qu'est-ce que beaucoup de personnes vivent sur les réseaux sociaux actuellement. C'est que comme, si tu rentres dans les réseaux sociaux et tu veux donner un take, sois prêt à recevoir tout ce qui vient avec aussi. Exact. Parce que c'est ça le plus difficile qui vient avec ça. Mais sinon, la course... C'est toujours aussi intéressant. Déçu pour le Canada? Déçu pour le Canada, j'avais pas beaucoup d'attentes. Non, là. Comme... Mais moi, j'avais quand même... Mais Andrew DeGrasse, j'avais des attentes par rapport à ça. Il y a eu son année. Il y a eu son année. Est-ce que tu believais en lui comme ça quand t'es arrivé, comme en 2024, t'as dit Paris, c'est pour lui? Mais yo, honnêtement, j'avais pas de confiance que Paris, c'était pour lui. Mais je me disais, man, il peut au moins avoir le bronze ou l'argent dans le 100 mètres, comme... Mais yo, il s'est même pas qualifié pour le 100 mètres, je pense. C'est pas qualifié pour le 200 mètres.
C'était exact. Comme, puis tu le voyais, le gap entre lui et les autres. C'est ça qui me faisait le plus mal, c'est que tu regardes, c'était le 100 mètres, puis tu regardais dans la course, c'était comme, ce n'est pas la même. Ça c'est énervant. C'est malheureux, mais c'était ça. Crazy. États-Unis a pris le lead par 5. C'est ça. Et là, tu vois comment Curry est fired up. Ouais. Shit. Mais il a été fired up toute la game, parce que quand la game a commencé, first half, je pense qu'il y avait comme peut-être 15 points déjà. Ouais. Fait il a fini le half au complet, il a fini avec 20 points. Fait que mais yo, Curry sur ça, là. Crazy. Mais yo, parlons des jeux, man. J'aurais aimé avoir ton take sur... C'est sûr que t'as entendu parler de l'affaire de la boxeuse, là. Oui. Yo, qu'est-ce que t'en penses, man? C'est quoi ton... Il faut que je fasse attention à ce que je vais dire. C'est sûr. C'est sûr, parce que comme le cancel culture... Ouais, mais c'est juste que j'essaie aussi de comprendre la situation aussi. Tu sais, on dit qu'on parle de ses chromosomes, on dit qu'on n'est pas sûr si c'est un homme ou si c'est une femme. Moi, mon take par rapport à ça, c'est que si c'est femme contre femme, pas de problème. Si c'est homme contre homme, pas de problème. Là, quand on vient à rentrer dans on n'est pas sûr de ci, de ça, on sait que la force de frappe d'une femme et d'un homme est complètement différente. Donc, c'est sûr qu'il faut faire attention à savoir c'est qui qu'on emmène dans le ring à ce moment-là. Parce que là, tu as regardé le match, puis pour de vrai, c'était même pas un beau match à regarder à la fin de la journée. Là. Facts, mais le truc, c'est que, yo, je lisais un article d'Alexandre Pratt, là. Iman Khelif, c'est pas comme si elle est dominante, là. Non. Comme, la femme, c'est une femme, ok? Puis, on commencera pas à demander, yo, descends ton pantalon pour qu'on check si t'es une femme. Comme, yo, la femme est femme, right? Je pense qu'elle est comme 39,5, tu comprends? Elle est pas... C'est pas comme si elle domine. 39,5, tu as quand même battu 39 personnes. C'est sûr, mais quand tu checkes là, les top boxeurs, là, ils sont tout le temps environ dans le 39,2, 39,5, 47. Mais est-ce qu'elle est dominante au point de dire qu'elle donne des KO à tout le monde ou des trucs comme ça? C'est ça que tu veux dire? Ben ouais, non, mais c'est du sens que comme, elle n'est pas imbattable. Tu vois, le coup qu'elle a donné à Angela Carini ou Cabrini, je me souviens plus exactement de son nom, je pense que c'est une domination parce qu'elle a été juste meilleure techniquement, puis elle avait une meilleure force de frappe. Mais ça fait longtemps qu'elle boxe, là, Iman Khelif. Tu comprends? Fait moi, j'ai vraiment l'impression qu'on a fait une grosse tempête dans un petit verre d'eau parce qu'il y a une athlète qui a pris une cale. Tu comprends? Mais puis, la cale était sournoise parce qu'elle a juste arrêté le match. Mais exact, sauf que c'est pas la première fois qu'Angelina Carini arrête un match aussi, qu'elle déclare forfait. Comme, tu sais, c'est kudos to her. À la fin de la journée, c'est la santé avant tout. Mais, man, t'as choisi le mauvais sport, c'est pour faire ça. Soit que t'as choisi... Il y a ça. 2, écoute, si Iman Khelif a un avantage physique parce que son corps produit plus de chromosomes mâles, etc., fait que ça fait qu'elle a une plus grosse force de frappe, ben, elle a choisi le bon sport pour performer. Tu comprends? Exemple, Michael Phelps avait un corps pour la natation, il produisait moins d'acide lactique, etc. On n'arrête pas de dire que le corps de Simone Biles est fait pour la gymnastique, la hauteur qu'elle a. C'est impressionnant. C'est fou là ce qu'elle Comme les deux que tu viens de nommer là, Michael Phelps, Simone Biles, c'est impressionnant. Les bras de Phelps, quand tu regardes une photo, ça n'a pas l'air normal. Non, c'est un poisson. Ouais, c'est un poisson. Exact. Fait que tu sais, moi je suis comme yo, Iman Khelif a un avantage physique. Elle a choisi le bon sport pour exercer son avantage physique. Man, après, ce que je trouve dommage, après, c'est les répercussions que ça va avoir sur elle. Parce que c'est elle qui doit lire tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, etc. Non, on est dans cette ère-là aussi de... que tout ce que tu dis, tout ce que tu fais est repris et repris à nouveau. C'est ça que je trouve le plus dommage. Mais elle mérite sa victoire. For sure. Mais je trouve que où ça l'amène une discussion qui est intéressante, et j'ai pas l'impression qu'on va avoir des réponses aujourd'hui, mais ça l'amène une discussion intéressante, c'est sur l'aspect des normes à trouver ou de l'acceptabilité qu'une personne trans performe en tant que dans un sport autre que qu'est-ce qu'elle était à la naissance. Donc, exactement, si mettons t'es né homme, tu décides de faire une transition pour être une femme, est-ce qu'après tu peux compétitionner dans... Ça dépend du sport aussi. Parce qu'il y a des sports, je pense que ça va avoir moins d'impact que d'autres. Exemple, si tu joues le foot, soccer, je pense que ça va avoir moins d'impact que la boxe.
Fait que si t'es dans un box féminine, puis t'as une femme, un homme trans qui décide d'aller faire du côté des femmes, c'est sûr que là, c'est comme ta force de frappe est automatiquement plus forte que les autres. Donc, est-ce que les femmes vont accepter de compétitionner contre cette personne-là? Au soccer, moi, j'ai l'impression que tout sport confondu, j'écoutais Pat McAfee qui disait que, tu sais, mettons, au top du top, là, on parle au meilleur niveau professionnel, pas au niveau scolaire, parce qu'au niveau scolaire, il y a des ligues mixtes, tu sais, des fois, il y a des gars et femmes vont jouer ensemble, parce que comme, en termes de développement physique, soit qu'il n'y a pas ce genre, mais en termes de développement physique, comme il n'y a pas vraiment de différence, là, une femme est capable de rouler un patin au basket, stills ou whatever, you know? Mais quand on est rendu au monde pro, là, au 1% du 1% qui se rend dans ces ligues-là, mais là, comme Pat McAfee disait, puis je trouvais ça intéressant, il disait que c'est le corps physique qui joue contre l'autre corps physique. Tu comprends? Comme il expliquait, puis je respecte 100% son point, il disait, tu sais, ça doit être horrible naître dans un corps et pas se sentir dans la bonne peau. Right? Puis c'est des bails que je peux pas comprendre parce que je le vis pas, puis je respecte tous ceux qui font... Je prétends pas comprendre ça, non? Exact, exact. Je le comprends pas, puis je respecte tous ceux qui font des recherches dessus pour essayer de nous éclairer sur ce sujet-là. Mais en termes sportifs, dans des hauts niveaux, là, je parle les rangs pro, c'est vraiment le corps physique qui compétitionne contre le corps physique. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que même dans un sport comme le soccer, mais la vitesse de course des meilleurs là, mais il y a une différence entre la vitesse de course des hommes et la vitesse de course des femmes, la force de frappe au niveau du kick. Tu sais, je ne sais pas si tu as vu, mais il y a une épreuve en natation où c'est le relais mixte. Okay? Mais tu vois la différence entre des hommes qui font la brasse et les femmes qui font la brasse, puis la vitesse qu'ils ont exacte. Puis ça n'enlève rien à un ou à l'autre. Entre eux-mêmes, ils le savent. Serena Williams en parlait. Elle dit la force de frappe d'un homme dans un terrain de tennis, c'est rien comparé à moi. Là. Exact. Comme oui, je peux compétitionner, je peux renvoyer la balle, mais quand il décide de jouer pour de vrai, Rafael Nadal, il va m'envoyer une balle que peut-être je pourrais peut-être pas catch. Voilà. Tu vois, c'est ça que j'ai l'impression qu'aux hautes sphères, au haut niveau, il faudrait pas mélanger les deux parce que c'est juste pas sain pour la compétition. Tandis que au niveau scolaire, au niveau récréatif, la game est finie puis ils ont win. Crazy. Mais au niveau scolaire puis au niveau récréatif, je suis comme, man, on est capable d'établir des normes intéressantes pour permettre aux athlètes trans de compétitionner quand même parce que j'ai pas l'impression que le développement physique empêcherait autant un homme, une femme ou une personne trans de performer au meilleur de ses capacités. Tu vois? Mettons un jeune qui a décidé de faire sa transition avant d'avoir sa puberté. Vous en pensez quoi? Parce que techniquement, son corps physique ne va pas se développer de la même façon. C'est intéressant. C'est intéressant. Quelque chose à quoi j'avais pas réfléchi. Je pense que plus jeune, puis je m'essaye, là. Okay? Je pense que plus jeune, je pense que ça va être plus difficile. Puis arrivé à l'âge adulte, je pense que ça va être plus facile parce qu'il va être plus considéré comme la personne X ou la personne Y. Mais côté sportif, je pense pas que ça va rester la même chose parce qu'il aura grandi dans un milieu où est-ce que ça va être propice pour lui d'être au niveau des autres personnes. Je vais me tenter là-dessus, je vais m'arrêter là parce que je connais pas encore plus. Mais toi, dans ta question, est-ce que c'est que le jeune décide de faire sa transition, fait qu'il arrête, mais comme il y a une consommation d'hormones ou... Ben, c'est que si un jeune décide de faire sa transition, mettons avant sa puberté, ça fait en sorte que il va pas se développer de la même façon à l'adolescence parce qu'il va, dans le fond, soit s'injecter la testostérone ou l'estrogène. Voilà. Donc, son corps physiquement va se développer comme celui de l'autre. Il devrait. N'importe quoi. Mais c'est ça, c'est difficile de savoir. Mettons un jeune garçon qui décide de faire sa transition avant la puberté, mais va avoir un corps plus moins développé de façon masculine. Parce qu'il va injecter de l'estrogène et vice-versa. Mais là, je suis pas une spécialiste de la transsexualité. Mais, check, j'ai pas nécessairement une réponse à cette question. J'ai tenté quelque chose, mais exact. Je pense que, mettons... Tu sais, moi, je prône beaucoup la mixité dans le sport au niveau secondaire, quasiment aussi collégial, parce que comme... je trouve que... Tu sais, quand tu compétitionnes contre des gens meilleurs que toi, contre le maximum d'athlètes, tu es capable de mieux te développer. Puis si on est déjà en train de les diviser, on va dire, au monde secondaire, je trouve qu'on empêche à certaines filles
de se développer à un meilleur niveau. Tu sais, exemple, que, tu sais, mettons là, prends dans une équipe de football, ok, tu as la femme qui est wide receiver, elle est bonne au football, elle veut jouer wide. Tu sais, si je l'empêche de jouer dans une ligue de gars, au secondaire, je parle, tu sais, là où comme, yo, elle est capable de courir contre les gars, puis elle peut prendre les coups, elle est capable de prendre les hits, mais je suis comme, yo, go. Moi, je prends beaucoup cette mixité-là. Après, c'est de déterminer à quel moment ça devient dangereux pour l'athlète. Ça peut devenir dangereux très vite. Là, tu pars du secondaire où est-ce que, justement, la testostérone, tout devient à un niveau vraiment plus élevé, je te dirais. Je serais enclin à dire que moi, je suis pas pour cette mixicité-là. Peut-être juste pour le côté récréatif de la chose. Tu sais, c'est le fun, là, tu joues pour le fun, puis là, on mixe les équipes, tout le monde joue ensemble, mais c'est du côté récréatif. Le côté compétitif, je pense que ça devrait rester dans leur ligne, les gars avec les gars. Les ouais, mais est-ce que le corps physique a vraiment... Tu sais, jusqu'à 17 ans, mettons, là. Ouais. Est-ce que le corps physique... Tout dépendant du sport aussi. Il y a des sports... C'est pour ça que c'est difficile d'établir des normes et des règles pour l'inclusion des personnes trans dans le monde du sport parce qu'il y a tellement de facteurs à prendre en considération. Puis c'est difficile de créer une norme qui va être applicable à tous les sports parce que pour un sport, ça peut être quelque chose, puis pour un autre sport, ça peut être une autre implication, tu sais. Parce que, tu sais, pour un sport d'équipe, tu sais, je pense à du basket, secondaire 3-4. Moi, la mixité dans ce sport-là, au basket, secondaire 3-4, ça ne me dérangerait pas. Je vois pas comme quoi les gars ont vraiment tant un avantage par rapport aux filles. Tu sais, je pense secondaire 3-4, en tout cas de ce que je vois, qu'il y a des gros dunks ou quoi que ce soit. Tu sais, comme il y a des filles qui sont capables de rester dans le poste, d'aller bloquer. Tu sais, comme je vois pas vraiment une énorme différence. Versus WNBA, NBA, là, je vois au niveau physique la différence, mais en secondaire 3, 4, 5... Tu penses que ça peut se faire? J'ai l'impression, tu sais, puis peut-être pas D1, ça se peut que comme D1, tu vois que le physique prend beaucoup trop d'importance, fait que je les séparerais, mais moi, de ce que je vois du D2, du D3, je suis comme, ah, ok, c'est pas quelque chose qui me dérangerait. Je pense pas que c'est impossible, je pense que c'est quelque chose qui se peut, mais tu sais, si on part que au plus haut échelon, ça n'existe pas. C'est difficile de le voir au plus petit échelon. Ouais. Tu sais, moi, dans ma tête, si on prend le hockey, par exemple, je vois mal Anne-Sophie Bété prendre un hit de Kasparaitis puis se relever comme si... Ça, c'est sûr, mais là, on est au top. Mais c'est ça, mais là, on est au top. Les deux sont au top. Mais tu vois que le style de jeu, quand tu regardes de la PWHL, puis quand tu regardes la NHL, c'est pas la même chose. Le style de jeu est complètement différent, puis il est attrayant des deux manières différentes. 100%. Le sport n'est pas le même, t'as raison. Le sport n'est pas le même, puis il est attrayant à sa façon. Ouais. Comme quand j'écoute la WNBA, puis quand j'écoute la NBA, je suis intéressé de manière différente au sport, mais le sport est impeccable. Ouais. Parce que je sais que c'est des professionnels que je regarde. Fait que je respecte ça. Puis en même temps, je pense que femme pour femme, quand ils font leur sport, ils sont très fiers d'arriver au niveau professionnel de leur façon. Et homme pour homme, quand ils arrivent au niveau professionnel, ils sont très fiers d'arriver à leur façon. Fait que quelqu'un qui veut mixer puis qui va aller de l'autre côté, puis il est trans ou peu importe, il faut qu'il soit prêt à vivre toutes les étapes, tous les obstacles. Mais c'est ça que je trouve qui est... C'est ça qui est difficile. Tu sais, dans la peau d'une personne trans, mettons, si j'essaie de me mettre, ben en fait, si j'essaie, je ne veux pas avoir la prétention de me mettre dans leur peau et de comprendre qu'est-ce qu'ils vivent, mais disons que tu es fan de sport, tu aimes le sport que tu pratiques, mais toutes les barrières maintenant pour que tu réussisses à le pratiquer au meilleur des niveaux, c'est ça que je trouve qui est dommage, qui est difficile. Il y a beaucoup d'études qui sont en train de se faire. Il y a une dame qui s'appelle Geneviève Demers, c'est une grande chercheuse et universitaire québécoise qui a fait énormément de recherches sur l'inclusion des personnes trans dans le monde du sport. Puis il y a beaucoup d'études, ça serait fun un jour si on est capable de l'avoir pour discuter avec elle, puis avoir son take par rapport à ça. Parce que je suis sûr qu'on a plein d'angles morts en ce moment, tu comprends? Je suis sûr qu'il y a plein de choses qu'on ne considère pas, puis qu'on ne comprend pas. Puis tu sais, live, on passe beaucoup de temps à discuter sur l'inclusion des personnes trans dans le sport pro, mais c'est le 1% des 1% qui se rendent au niveau professionnel. S'attarder à ça, c'est une chose, mais qu'est-ce qu'on peut faire dans le local? Exact. Puis tu sais, comme 99% des gens qui font du sport ne se rendront pas au niveau professionnel. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que le sport a une importance
autres, comme les gens font du sport pour une raison autre que se rendre pro. Ouais. C'est pour qu'est-ce que ça leur amène dans leur vie, tu vois. Fait que pour les personnes trans, mais le sport leur amène des choses importantes dans leur vie. Effectivement. Tu comprends ce que je veux dire? Puis là, je trouve ça dommage pour eux qu'ils aient ce blocage-là. Je trouve ça dommage pour eux que ça soit difficile de prendre qu'est-ce que le sport peut leur amener puis de l'appliquer à leur vie parce qu'il y a plein de discussions, plein de barrières, plein d'obstructions en ce moment. Qui ne pourront pas, plein d'obstacles, je veux dire, exact, qui doivent faire face pour pratiquer leur sport au meilleur de leur capacité. Il y en a plusieurs qui l'ont connu. Là. Les femmes en général ont connu des obstacles dans leur propre sport ou bien juste pour atteindre certaines limites. C'est vrai. Le sport X qu'ils voulaient faire. Tu le vois avec les hommes noirs et les hommes de diversité différente qui ont leurs difficultés à atteindre des sommets parce que soit que le coût du sport est trop élevé, soit que le sport ne veut pas les accepter, et ainsi de suite. Donc, tu sais, non seulement il y a une recherche pour cette communauté-là, mais il y a plusieurs communautés de la diversité qui vivent des combats juste pour atteindre le 1%. C'est à quel point ils sont tellement fiers ou ils veulent tellement montrer que c'est possible. Ouais. Mais il y a tout un travail derrière ça, il y a toutes des barrières derrière ça, il y a tous des obstacles. Oui, ça serait vraiment intéressant de parler avec Mme Demers pour en discuter avec elle. Ouais. Yo, mais en tout cas, ça a été une des grosses histoires aux Olympiques. Live, Team USA vient de gagner contre la Serbie. Je suis pas content. Yo, c'est... Mais en même temps, tu sais, est-ce qu'on s'attendait à quelque chose d'autre? Tu vois, c'est là que je te disais que le talent de Team USA individuel est tellement strong que ça va être compliqué là-bas. Exact. Puis ils n'ont pas nécessairement besoin de la même cohésion que France a ou que l'Allemagne a ou que peu importe, tu sais. C'est important à croire ça parce que ces gars-là, ils jouent depuis longtemps ensemble. Hein. C'est des gars qui jouent depuis l'âge de 12 ans puis maintenant ils jouent au niveau professionnel ensemble. C'est fou de voir que des gars de la NBA qui ne jouent jamais ensemble pour de vrai, qui arrivent là et sont comme qui peut nous battre, nous joue le basket. Tu sais, des fois je me dis aussi, à force de jouer contre quelqu'un, tu t'en viens à connaître comment la personne est capable de jouer aussi. Tu vois, les gars de Team USA jouent contre depuis tellement d'années. C'est tous des gars quasiment, tous des gars d'NBA. Fait que tu sais, LeBron n'a jamais joué avec Curry, mais LeBron sait comment Curry joue, tu sais, à force de battle contre lui, etc. Fait que ça ne crée pas la même cohésion, la même chimie, mais... Je m'invente pas un coach de basket. Je m'invente pas quelqu'un qui connaît le basket à ce niveau-là, mais pour qu'est-ce que j'ai pu regarder avec tout l'âge que j'ai, les années que j'ai l'impression que si tu as quelqu'un de dominant sur le terrain, puis je vais prendre LeBron James, tout le monde va suivre selon qu'est-ce que lui voit, comment celui veut. Parce qu'on l'a déjà vu quand il joue avec les Cavaliers, quand il joue avec les Lakers ou quand il joue avec Miami, tout tourne autour de lui. Fait que j'ai l'impression que peu importe si lui s'est joué avec X ou Y, on s'en fout. On va jouer autour de lui. On va le surround pour faire en sorte que toute play qui va se faire, mais va partir du point A qui est lui, puis la personne C ou D va pouvoir compléter le jeu. Puis c'est ça que j'ai l'impression de voir à chacune des équipes que LeBron James fait partie de. C'est que lui est le point central, tout fonctionne à sa façon, puis je préfère le mettre en guillemets parce que je ne le sais pas. Puis ça roule comme ça. Puis ça roule bien là parce qu'il a gagné avec les Cavaliers, il a gagné avec Miami, il a gagné avec les Lakers et il s'en va pour gagner avec Team USA aussi. Fait qu'il y a une formule gagnante là-dedans aussi qui fonctionne. L'utilité du fait que Steph Curry a 4 championships, puis quand il est avec Golden State, ça roule autour de lui. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Mais ce qu'il veut dire, en fait, c'est que pour que ça fonctionne autour de LeBron, pour que, mettons, à Team USA, des gars qui n'ont jamais joué avec lui avant, ça fonctionne, c'est que justement, j'ai l'impression qu'ils ont tellement joué contre le patinet qu'ils savent c'est quoi les habitudes, les tendances du patinet, exact, d'être capable d'ajuster son propre jeu en fonction de ce que le coach nous demande de faire, centré around LeBron James. Ça, c'est ça le game plan. You know? Mais je pense pas que ça va être étonnant que Team USA gagne la médaille d'or. Je sais pas c'est qui a gagné l'autre demi-finale entre France et Allemagne. C'est France qui a gagné. La France qui a gagné. Fait que là, on va avoir une finale USA contre France. Ça va être intéressant parce que tu as Wemby, rookie. Puis ils sont à Paris, man. Puis ils sont à Paris. Joel Embiid en plus. Ça va être fou, ça va être très nice. Ça va être fou. USA France, ça va être nice. Là, tu vas avoir pour le bronze Serbie-Allemagne. Yo! J'ai envie de te poser cette question-là, mais tu regardes ça comme USA n'a pas dominé. Non. USA a dominé tous les autres games. Exact. Et après, ils ont fait un bon comeback, comme résilience, resilience, good. Mais tu regardes ça, tu regardes le tournoi de basket qu'on a eu,
comment tu trouves le développement du basket en termes mondial? C'est exceptionnel. Ouais. Peu importe l'équipe, peu importe la nation, c'est exceptionnel qu'est-ce qu'on voit là. Comme, il n'y a plus aucun joueur de basket américain qui peut dire c'est nous les meilleurs. Exact. Parce que présentement, dans la NBA, le meilleur joueur, ce n'est pas un Américain. C'est un Serbe. Même tu dirais qu'il est top 3. T'as Jokic, Giannis. Puis on peut mettre LeBron si on veut faire plaisir aux Américains. Là. Mais comme, j'aurais probablement mis Doncic avant lui. Juste pour dire, tu sais, en termes d'âge, puis longévité. Puis... Mais tu Embiid quand il est healthy. Exact. Mais parce que je vais pas mettre les plus vieux parce que c'est eux autres qui sont bons. Je vais mettre qu'est-ce qui va représenter la Ligue. La Ligue va être représentée à l'international parce qu'il n'y a aucun Américain qui passe devant les 3 noms qu'on a nommés présentement. Puis on a oublié de mettre Shai. On n'a pas mis Shai, tu comprends? C'est qui le prochain Américain? Anthony Edwards? Est-ce qu'il dépasse un des 4 qu'on a nommés? Pas encore. Éventuellement, mais pas encore. On parlait tantôt de Jason Tatum. Il n'est même pas dans la discussion. Puis il prétend être un des meilleurs joueurs de la Ligue. Puis je pense que c'est ça qui fait mal à la télévision américaine présentement. C'est que ils essayent vraiment de vendre le basket encore comme si c'était le sport des Américains seulement. Fait qu'ils vont pas prendre le temps de parler de Giannis. Ils vont pas prendre le temps de parler de Jokic. Ils vont pas prendre le temps de parler de Shai. Ils vont parler un peu de Luka, mais ils vont toujours mentionner un Américain. Comme si he's the next one. Ils parlent de ça de Anthony Edwards. He's not the next one. Il y en a déjà plein avant lui. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que là, on commence à voir que le sport n'est plus un sport qui est américain. C'est un sport qui est international. Et maintenant, de la NBA, qu'est-ce qui domine? C'est l'international. Ouais. Ben, en plus, on regarde dans les différents drafts, les joueurs un peu partout, c'est des joueurs internationaux. Yo, moi, j'aime beaucoup qu'est-ce que je vois. Maintenant, j'aimerais que ça se traduise au Canada. Tu comprends? Comme, est-ce que tu sens que le développement du basket au Canada est dans la direction pour être compétitif contre n'importe quel des meilleurs des différents pays, des meilleurs programmes des différents pays? Tranquillement, pas vite, on approche. Puis pour parler avec des gens qui sont de la communauté basket ici à Montréal, on n'est pas loin de tout ça. Là. On travaille fort, on a des gens qui viennent de l'extérieur pour venir ici, pour aller recruter nos joueurs ici. Fait qu'il y a quelque chose qui se passe à Montréal qui est vraiment bien. On a beaucoup de joueurs qui sont bons, non seulement de la NCAA, mais qui transfèrent de la NBA par la suite. Fait que c'est du développement, là. Puis c'est des joueurs qui viennent des petits quartiers ici à Montréal. Là. Fait que moi, je pense que c'est en santé. Puis si on enlève le fait que c'est juste à Montréal, au Canada, il y a beaucoup de Canadiens. Là. Il n'y a plus juste Steve Nash. Là. Il y en a beaucoup là maintenant. Là. Dans chaque équipe, là, on pourrait en retrouver un. Mais t'as entendu parler cet été de Dynasty, l'organisme Dynasty Basketball qui a décidé de quitter. Tu vois? Parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'aide ici, pas beaucoup de subventions ou quelque chose comme ça. Est-ce que justement, moi j'ai l'impression que le développement du basket, mettons au Québec, est en retard. Qu'est-ce que tu penses qui fait ça? Ben, je pense que d'un point de vue, il n'y a pas de volonté politique de développer le basket ici. Top 1. Puis en fait, je pense que c'est là le issue. Parce que je pense pas que c'est au niveau... Tiens, maintenant, à mon sens, là, pour développer un sport, qu'est-ce que tu as besoin? Tu as besoin d'une structure, donc tu as besoin d'une bonne organisation, donc tu as besoin d'un bon front office, mettons. Après, tu as besoin d'un bon système de développement de joueurs. Qui va installer ce système-là? Ce sont les entraîneurs. Fait que tu as besoin de bons entraîneurs, de bons formateurs du sport en soi. Puis je pense qu'on en a. Exact. Puis après, tu as besoin d'athlètes. Parce que c'est les athlètes qui vont le faire. Right? En termes d'athlètes, je pense qu'on a beaucoup d'athlètes. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent au basket, qui veulent jouer au basket. C'est un sport qui ne coûte pas trop cher. Tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent pour commencer à jouer au basket. Tout ce qu'il te faut, c'est des shoes, un ballon. C'est tout. Tu vas dans un court. Après ça, tu prends l'uniforme qu'on te donne et puis... Exact, tu comprends? Je pense qu'on a des super bons entraîneurs dans n'importe quel programme. Moi, je suis convaincu que dans n'importe quelle école, tu es capable de trouver un coach qui est capable d'entraîner tes joueurs. Maintenant, est-ce que dans les écoles, ils ont la meilleure structure organisationnelle pour développer les joueurs? Mais il y a une compétition aussi à l'interne. C'est sûr, mais c'est que je trouve que en haut,
à ceux dans ceux qui ont le pouvoir d'organiser la structure pour que ça fonctionne, il n'y a pas cette volonté de développer ce sport-là. Tu vois, je pense qu'on a encore cette volonté de développer le hockey, de continuer ce développement-là exact. Je pense que c'est le gars de Dynasty qui parlait qu'il y a des subventions qui étaient plus données qui étaient encore données à la construction de patinoires de hockey extérieur versus des subventions qui auraient pu être données à différents organismes pour développer les talents, aller dans des différents tournois pour que les joueurs se développent. Fait que je pense qu'il n'y a pas cette volonté politique de développer le basket. Fait que c'est pour ça que j'ai l'impression qu'ici, au Québec, on est en retard. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe à Basket Ontario, Basket Winnipeg ou ces affaires-là, mais comme au Québec, j'ai l'impression qu'on laque, qu'on est en retard. Il n'y a pas beaucoup de visibilité sur les tournois de basket collégial, universitaire ici. Mais ça devient notre travail à nous aussi. En tant que podcasteur, il y a beaucoup de personnes que moi, quand je vais voir les matchs, je vais dire high school, il y a beaucoup de personnes qui filment les games, puis que c'est de fait de manière professionnelle pour promouvoir justement les jeunes, pour qu'ils puissent aller ailleurs et puis qu'ils puissent performer, ainsi de suite, puis aller dans les grandes écoles ici au Québec, pour ensuite transférer au niveau des États-Unis. Fait que, moi, je pense qu'ils ne sont pas nécessairement en retard. Je pense qu'il y a toujours du travail à faire ou de l'amélioration. Je pense qu'il va toujours avoir ça ici au Québec parce que on est juste au Québec. Puis le Canada, tu vois que l'expansion se fait, comme je t'ai dit, là, l'expansion est phénoménale. De qu'est-ce qu'on est passé à où est-ce qu'on est maintenant. Je pense pas qu'on est tant en retard que tu le penses, de ma vision personnelle. J'ai hâte de le voir. Moi, je suis quelqu'un qui... Il faudrait que je le voie, en fait, tu vois. Les politiciens, je pense que c'est là où est-ce que j'aime ton point, c'est celui-là. C'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de subventions qui sont faites ici pour le basket. En fait, il n'y en a pas. Il y en a très peu. Il n'y en a pas, il y en a probablement un peu, là, mais il y en a très peu comparativement. Un sport qui a déjà énormément d'argent qu'on leur donne, mais on ne crée pas de programme, là, on ne crée pas de comité comme ils ont créé un comité pour le hockey, on devrait créer un comité pour le basket. Toutes les nouvelles que tu vois après de tout ce qui se passe dans le monde du hockey, c'est souvent négatif, man. Hockey Montréal qui est géré comme n'importe quoi. Je pense qu'il y a Martin Leclerc qui a sorti un article récemment à Radio-Canada sur ça. Hockey Québec où tu as Jocelyn Biron, Jocelyn Thibault qui a décidé de partir justement parce que comme, man, il n'y avait pas, c'était trop difficile cette gestion-là entre les différents organisateurs là, dans le monde du hockey. Fait comme... Parce qu'après ça, c'est pas... Je vais pas utiliser le mot mafia, mais il y a comme une politique. Un petit politique là, qui se passe dans le monde du hockey que comme... Et moi, je suis là avant toi. Il y a une hiérarchie à respecter. Là, qui, si lui dit non, là, c'est off. Là, ça se passe pas. Tandis que, je pense qu'au basket, c'est quelque chose qu'on peut mettre encore en place, qu'on peut créer, puis qu'on peut faire en sorte que ça fonctionne. Puis que je pense que ça peut donner un résultat qui va être très bénéfique, pour non seulement pour le sport du basket ici au Québec, au Canada, puis on va aller voir dans la NBA dans un futur proche. Est-ce que tu es satisfait de la performance du Canada en règle générale aux Jeux Olympiques? Oui. Au moment où on se parle. Oui, mais en disant, j'ai toujours l'impression que je m'en attendais un petit peu plus. OK. J'ai aimé qu'est-ce qu'ils ont fait. J'ai l'impression qu'il leur manque peut-être un morceau qui va faire en sorte qu'ils vont être dominants et qu'ils ne vont même pas avoir peur. Puis c'est là que tu vois le côté international de la chose, c'est qu'ils ont gagné le championnat du monde, si je ne me trompe pas. Mais, encore une fois, il y avait ce step-là à prendre d'aller gagner. Non, mais je ne parle pas juste de Team Canada Basket. Je te parle du Canada en règle générale. Tous les sports confondus, exact. Avec nos 19 médailles à date. OK. Je pensais que tu parlais strictement du basket. Si tu parles du Canada au sens général, j'ai jamais pensé que le Canada était meilleur que les autres nations. Je me suis toujours dit qu'ils étaient pas average, mais qu'ils compétitionnaient bien. Ouais. J'aime ça croire que le Canada, c'est la meilleure équipe, là, puis ils ont les meilleurs athlètes et tout ça. Mais je me fais pas d'idée dans ma tête. Là. Quand les États-Unis envoient comme 70 millions de personnes pour aller les représenter, puis après ça, je vois les Asiatiques venir, j'ai peur. Je me fais pas d'idée dans ma tête. Puis après ça, tu as la Grande-Bretagne qui... Tu as plein de nations qui embarquent là-dedans, puis que j'aime ce côté-là de la compétition. Je suis très fier de nos Canadiens parce que je pense que c'est très difficile à atteindre ces sommets-là. Puis quand je me retrouve à n'importe quel endroit, que je sois au barbershop, que je sois en train de régler quelque chose dans mon auto, puis à la télé qui est ouverte, puis c'est un Canadien qui fait quelque chose, je suis extrêmement fier de ce que je vois. Mais est-ce que je suis fier de leur performance? Il faut chaud. Je m'attends toujours à plus, mais il faut chaud, je suis content là. Ben yo, moi je suis surpris, man. Moi je suis agréablement surpris en fait. Regarde, aux Jeux Olympiques, tu as quand même deux disciplines
qui sont hautement médiatisés, right? Tu as tout ce qui est en lien avec la natation, puis après, tu as tout ce qui va être en lien avec l'athlétisme. Yeah! OK? Bon, tu vois? C'est deux grosses disciplines, OK? En natation, moi, je pense que la reine... Tu sais, mettons, tu avais le roi marchand, puis tu as eu la reine McIntosh. Je pense que Stormy McIntosh, canadienne, 17 ans, a dominé la natation. Puis on s'attendait... Je pense pas que... Ben, à moins que les gens qui me suivent étaient capables de dire « Yo, for sure, on savait qu'elle s'en venait », mais je pense pas que le monde s'attendait à ce que le Canada domine la natation. Très fier de ça. Exact. Ouais. Très content. Après, on a gagné des médailles dans des disciplines où on était historiquement pas très bon. On est en finale pour le volleyball. Finale volleyball de plage. Je m'attendais pas à ça. Là. Médaille de bronze en escrime. Escrime, j'y crois, parce qu'escrime, on a toujours été... mais c'est la première fois qu'on a eu une médaille, tu comprends? Après, il y a une médaille de bronze en taekwondo, médaille de bronze en judo, mais après, moi, je ne connaissais pas, mais c'est peut-être parce que là, c'est mon ignorance, parce que Aspareil, il est fort net. Après, médaille de... Lancer du marteau. Lancer du marteau. Ou médaille d'or, gars et femmes. Ça, je suis saisi quand même. Ben, c'est ça, je comprends. Parce que je pense pas que c'est les autres qui lancent le plus de mango là ici. Mais Aspareil, en plus, le patin qui a gagné la médaille d'or, moi, je me disais que comme ce patin là dans le milieu, comme si c'était un don, là. Il est connu, comme s'il est fort, mais on a dominé le lancer du marteau. On a une médaille de bronze au saut à la perche. Ouais. Comme c'est plein de différentes disciplines que je suis comme C'est ça que j'aime bien du Canada. Puis je pense qu'il y a d'autres nations peut-être sur le même niveau là, mais on est polyvalent. Tu comprends? Peut-être on n'emmène pas la plus grosse délégation, mais quand on emmène des gens là-bas, c'est parce qu'on a des chances de gagner peut-être dans toutes les catégories. On n'est peut-être pas les meilleurs dans chacune des catégories, mais on va te donner de la compétition. On a eu beaucoup de quatrièmes, hein? Ouais. On a fait beaucoup de quatrièmes. Les rois et les reines de la quatrième. Ça veut dire on est là. On scratch là. Exact. On est là. Fait que dans 4 ans, Los Angeles, là, ayez peur. Ayez peur. Yo, en tout cas, très content des Olympiques. Là, c'est pas encore fini. Au moment où on se parle, c'est pas encore fini, mais je suis très content de comment ça se déroule. Au final, c'est le sport qui gagne, c'est les athlètes qui gagnent. C'est ça qui est vraiment nice. Ouais. Puis là, je t'emmène dans une autre direction. Laisse-moi voir. Okay? Parce que là, j'ai commencé les nouveaux Olympiques. Là. Si on parle de la même affaire que moi, c'est des vrais Olympiques. Yo! Je sais que je suis late, ok? Yeah. Puis sûrement, je vais me faire jurer parce que je suis vraiment late à embarquer dans ces Olympiques-là. C'est 8 ans late. Yo! Exact, 8 ans late. Attends, mais tu vois, j'ai une bonne raison. Puis j'ai une raison philosophique qui amène un débat plus... Mais qu'on a souvent eu ensemble. Philosophique. Mais tu vas voir. Ça amène un débat qu'on a souvent eu ensemble. Mais... Des fois, il faut donner des fleurs là où ils en méritent. OK, j'ai commencé mes Olympiques maintenant, actuellement, j'ai commencé District 31. Voilà. OK? On a checké, il y a 720 épisodes base. OK? 120 épisodes par saison. OK? Là, c'est vraiment des Olympiques parce que comme à chaque jour, il faut que je me prépare, tu comprends, je me lève le matin, je m'entraîne pour être prêt à binge-watch le bail, puis à trouver quand je peux checker les bails, puis même entre 2-3, je donne le déjeuner aux enfants. Ok, bon, tu comprends comme. Mais, j'ai commencé District 31. Okay. Et cette émission est terrible, oui. Je pense qu'on l'avait dit depuis super longtemps, là. Non, mais la raison pourquoi j'avais pas écouté District 31 from start. Ok. Puis c'est là que je t'amène au débat qu'on a eu souvent. Okay. C'est excellent comme série. Oui. Là où je suis rendu au début, là, épisode 39, là. OK. C'est le début. C'est la jeunesse, là. Tu comprends, c'est jeunesse chapitre 1. Ça vient de commencer. Mais ce que je reproche dans les débuts du show, c'est que je trouve que l'émission amplifie trop certains stéréotypes. OK? Je t'explique, je commence l'émission. T'as les enquêteurs du District 31 qui sont tous fly. OK? Nadine Legrand, Stéphane Pouliot, Patrick Bissonnette, Isabelle Roy, commandant Chiasson, t'as Laurent Courtois, comme ils sont tous fly. OK? Puis, je veux pas te spoil. Laurent Cloutier, ma bad. J'attendais pour lui, là. Ça, j'ai encore dans le début. Ma bad, Laurent Cloutier, comme, sont toutes nice. Puis, là où je suis rendu, je fais confiance à personne, sauf Pat Bissonnette. OK? C'est juste lui, mon boy.
Les autres, je les aime, mais je trust personne, OK? Puis Laurent Cloutier, je l'ai jamais trust, je vais jamais trust, OK? Là où je suis rendu. Maintenant, ils sont nice, ils présentent les enquêteurs, cool. Tu regardes les 2 premiers épisodes, tu vois que c'est quand même un casting très blanc. Mais là, je suis comme, you know what? Been there, done that, ça me dérange pas, je suis habitué, on est au Québec. Je vais prendre une pause tout de suite. Est-ce que c'est représentatif des policiers? Facts! Okay. Tu comprends? So, you know what? Jusqu'à là, ça me dérange pas. Parfait. OK? Et là, pas le premier noir de l'émission, OK? Parce que il y a le deuxième noir, parce que le premier noir, c'est le policier à l'accueil qui a un rôle de peser la porte et puis de dire est-ce que je peux vous aider? Mais tu sais, posé là quand même. Mais le poser, j'ai rien à dire. Tout le monde doit passer par là en premier là. Exact, puis il est là puis il dit yo, what's up? Exact, avec toi comme yo. Gros gars. Tu vois, puis à la fin de la journée, l'émission, il y a un com, stab, un salaire stab. Il est là dans quasiment chaque épisode. Tout le temps. Bon, peut-être pas tout le temps, vraiment. Là. Mais dis rien! Je veux pas te dire. C'est que ça. Mais le premier, je trouve, acteur noir qui a eu un rôle ou qui avait un impact dans l'histoire. Oui. OK? C'est Patrice Abelard qui joue Léopold Jean, qui est un vagabond, un membre des gangs de rue. Ouais. Puis, qu'on le veuille ou non, il faut accepter que malheureusement, beaucoup de membres de gangs de rue sont de notre communauté. Fait que le fait qu'ils mettent un noir comme membre de gang de rue, c'est pas ça qui me dérange. OK? C'est pas là mon problème. Ce qui m'a dérangé, c'est qu'à 1 heure de grande écoute, right? À 1 heure de grande écoute, à une émission qui a environ 1,6 million de Québécois qui le regardent, OK? Ben, le premier personnage noir avec un impact qui décide de montrer, c'est le vagabond. Tu comprends? Comme je trouve qu'une émission, une quotidienne comme ça, quand tu es écouté par plusieurs personnes, puis je ne sais pas si dans les débuts, ils étaient écoutés par 1,6 million de personnes aussi. Tu sais, il faudrait faire des recherches. Je ne sais pas si c'était 1,6 million de Québécois qui étaient en train d'écouter l'émission au moment où Patrice Abelard est arrivé à la saison 1. Ouais. Okay? Mais je trouve qu'une quotidienne comme ça, où il y a beaucoup de gens qui te regardent, tu as comme une responsabilité sociale de faire attention aux stéréotypes que tu amplifies. Okay? Puis j'aurais apprécié qu'un des premiers acteurs issus de la diversité, avec un rôle, je dirais un acteur noir parce que j'ai un peu plus attaché à ma communauté, no shame, mais j'aurais apprécié qu'un des premiers acteurs noirs avec un impact dans l'histoire soit un personnage, soit un enquêteur d'un autre district, ou un policier d'un autre truc, ou quoi que ce soit, tu sais, comme quelqu'un dans une position de pouvoir pour justement comme améliorer cette représentativité-là. Puis je pense que c'est ça qui m'a, dès le début, qui m'a dérangé, comme c'est une émission qui est très blanche, tu vois, puis c'est un peu ça qui m'a dérangé. Mais au final, je me dis, c'est un peu comme, tu sais, quand tu es tellement habitué d'un bail, tu es comme, ah, OK. Ouais, tu laisses passer. Exact, parce que maintenant, je suis très fier de ma négritude, puis je me laisse pas vraiment affecter par cette représentativité-là, parce que je sais, j'ai beaucoup de modèles de ma couleur de peau dans des positions de pouvoir, je sais que c'est accessible, mais j'aurais apprécié. Tu comprends ce que je veux dire? Mais au-delà de ça, je suis capable d'apprécier l'écriture, la scénarisation, la réalisation, la construction de personnages. Je pense qu'on est un des meilleurs ici, au Québec, là, à ce niveau-là. Là. Tout ce qui est production, scénarisation, tout ça. Je pense qu'on est top notch. Ça, je ne vais même pas débattre avec toi. Je suis totalement d'accord. Tu vois, puis cette émission-là est à date, là où je suis rendu, c'est terrible. Puis je pense que tu vas être agréablement surpris parce que là, tu parles du rôle de Léopold Jean. Je trouve que je suis pas totalement d'accord avec toi sur le fait Vas-y, pourquoi? Que je comprends que la première image du noir que tu vois, tu aurais voulu qu'il y ait le gros rôle et ainsi de suite. Mais pas le gros rôle, hein? Mais je veux dire qu'il y a un rôle qui n'est pas stéréotypé. Exact, c'est ça. Okay? C'est ça mon point, voilà. Je peux le comprendre. Est-ce que je suis d'accord avec ça? En quelque sorte, oui. Moi, je suis juste content que le partenaire ait le rôle. Point. Oui. Puis qu'il est là. Point. Oui. Je commence par ça. OK. Je commence par ça. Et maintenant, je suis d'autant plus content qu'il y a eu un rôle qui n'était pas juste un rôle de 2 minutes. Oui.
C'est un rôle qui est récurrent. Ouais. Fait que oui, il va faire un épisode, peut-être il va tomber à 5, Ouais. 10, 20, 25, la saison au complet. Je ne vais pas te vendre le punch. Mais tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Il est là, puis il peut montrer qu'est-ce qu'il est capable de faire justement pour avoir le rôle qui n'est pas représentatif d'un stéréotype ou quoi que ce soit. Je comprends que quand c'est considéré stéréotype, puis il est vraiment plus frappant, puis il essaie vraiment de te l'amplifier, puis tout ça, où est-ce que ça peut causer un problème? Moi, encore là, si c'est vraiment représentatif en quelque part de qu'est-ce qui est représenté à Montréal, qu'est-ce que je peux rajouter là-dessus? Mais c'est que aussi, on embarque dans un autre débat. C'est là où est-ce que je... En fait, ça serait pas un autre débat, mais c'est que, OK. Je pense pas que les Noirs soient les seuls à faire ce genre d'action-là. Non, mais c'est que tu vois, en fait, check mon point. Encore une fois, je suis d'accord avec ton point que je suis content que Patrice ait eu ce rôle-là. Yeah. Monsieur a eu du cob, monsieur rentre ça dans son CV, ça aide monsieur dans sa carrière. Yo, je vais jamais dire prends le pas. Okay? Mais dans l'écriture, par exemple, du personnage... Là, tu parles. Tu comprends? J'ai comme... Tant qu'à mettre, si tu veux mettre un personnage noir, vagabond, fais-le bien. C'est pas vrai. Parce qu'à date, il y a eu Léopold Jean et son cousin qu'on a vu, j'ai oublié c'est quoi le nom du... C'est là où est-ce que je voulais t'emmener, justement. C'est pas vrai qu'on parle comme ça dans le street. Voilà. C'est là mon point. Yeah. J'ai pas de problème à ce qu'il soit à la télévision et qu'il joue le rôle du méchant, mais fais-le jouer le rôle du méchant pour de vrai. Fais-le bien, exact. Joue-le pour de vrai. Exact, fais-le vrai. C'est ma seule vraie reproche. Je te file. C'est ma seule vraie reproche parce que quand je suis à Montréal, puis je marche à Montréal, puis je suis comme... Yo, mon gars... Yeah. On a un slang qui est pas qu'est-ce qu'on nous montre à la télévision. C'est pas exact. Maintenant, je vais faire l'avocat du diable. C'est normal qu'il ne parle pas de la façon qu'à Montréal, ça parle. Parce que le blanc, général, n'aurait jamais compris qu'est-ce que le partenaire disait. Facts. Je te file. Il n'aurait rien compris. Je te file. Et ils sont obligés de créer dans le journal de Montréal, mettre les top 10 des nouveaux slangs que les jeunes utilisent. Tu penses vraiment que la personne à Rivière du Loup allait comprendre? Mais alors je me dis, on fait pas ce rôle-là comme... parce que sinon, il est... C'est comme... Sinon, ça... c'est une faute dans l'écriture. Je suis d'accord. C'est une faute dans l'écriture. Mais moi, je pense que c'est la responsabilité de l'acteur ou les personnes qui sont derrière la caméra d'ouvrir leur bouche et de parler. Ouais. OK, sur ça, j'ai rien à dire. T'as raison. C'est leur responsabilité de le faire. Parce que les gars le savaient, là. Patrice, tu vas pas me dire que tu savais pas que c'est pas comme ça qu'on parlait dans le street. Exactement, là, il sait. Mais en même temps, je pense qu'eux autres soient tellement fiers d'avoir le rôle qu'ils ne veulent pas perdre cette opportunité-là pour une question de langage. Ou est-ce que moi... Je rappelle que la productrice, c'est Fabienne Larouche. Mais c'est pour ça, mais tu vois, mais c'est pour ça que je te dis par contre que... Attends, c'est une personne que quoi? Que tu veux pas froisser. Pourquoi? Oh, parce que c'est Fabienne. Oui, mais si t'es Fabienne Larouche et que tu décides de réaliser, de mettre en scène un personnage noir, do it right. Do it right. Peu importe qui. Si t'es Luc Dion, tu décides dans ton écriture, ça va être un personnage noir de tel âge, mais do it right. Pose-lui les questions. Regarde, rappelle-toi, c'est pas... il y a eu un film sur Netflix, j'ai oublié c'est quoi le nom du film, d'accord? Mais il y avait une scène qui se passait au Québec, puis c'était avec un Québécois, puis c'est des Américains qui ont joué le Québécois, puis ils ont parlé français, puis ils ont imité l'accent joual du Québec. Puis ils l'ont botché. Mal fait. Puis je me souviens, il y avait une genre de polémique sur où on s'est dit, mais pourquoi ils n'ont pas pris un acteur québécois pour jouer le rôle? Pour moi, pourquoi? Parce qu'on a botché la façon qu'il parlait. C'est un peu le même bail. Comme, si tu veux écrire ce personnage-là, écris-le bien. Autant que je suis sûr et certain que l'auteur a fait des recherches pour savoir comment fonctionne un poste de police, à quoi ressemblent les personnages, comment ils discutent entre eux, fais-le au complet. Do it right. Va chercher comment ça parle dans le street, puis essaie de trouver comment je suis capable de l'adapter. C'est là où est-ce qu'il peut se servir, puis excuse-moi le terme que j'utilise, parce que je ne sais pas si c'est le bon terme se servir, là, mais c'est là où est-ce qu'il peut discuter avec le personnage, la personne, l'acteur. Ouais. Yo, comme, joue le rôle. Tu sais, là, non seulement tu as le rôle, mais là, joue-le comme si tu étais cette personne-là. Mais c'est que... avec le langage et tout ça. C'est vrai que je vais t'amener une différence, là. L'émission « Je voudrais qu'on m'efface ». Quand tu regardes cette émission-là, puis tu regardes ça, c'est le jour et la nuit. Exact, 100%. C'est le jour et la nuit, parce que tu laisses la personne parler de son plein gré, de la manière comment ça part dans la rue. Peut-être que ça ne s'adresse pas à tout le monde, cette émission-là. C'est pas sur des heures de grande écoute et ainsi de suite. Je peux comprendre ça. Mais ça reste représentatif. Mais c'est parce que Julie Perrault,
parle Joël. Yeah. Puis après ça, Madani, peu importe la personne qui est là, parle correctement. Mais moi, c'est... En fait, c'est... Il est là, mon issue. C'est que non seulement c'est un personnage qui amplifie les stéréotypes, puis je le regarde, puis je suis comme, on dirait qu'il est folklorisé. Tu vois? Comme... Yo, c'est juste ça, mon issue, man. Ouais. Parce que... Je le dis encore, l'émission est terrible. Moi, j'encourage tout le monde qui n'a pas checké District 31. Yo, allez-y, man. Ouais. L'émission est nice. Je suis rendu juste à l'épisode 39. C'est zin par-dessus zin par-dessus zin. Ouais. T'es comme, yo, tu binges cette affaire, puis t'as même pas l'impression que ça fait 5 heures de temps que tu regardes le truc. C'est vraiment bon. Mais c'est juste cette reproche-là, man. L'écriture adapte. Je sais pas. Puis là, tu parles bien de l'écriture des personnages, de la diversité. Exact. Okay. Exact. Parce que dans l'ensemble, l'écriture est bonne. Incroyable, non, voilà. Comme, là, tu vois, il y a 6 saisons, tu as rentré dans les 6 saisons, là, puis tu... Il y a des uns par-dessus zin, par-dessus zin. L'émission est bonne, puis il n'y a pas tant de redondance que ça, tu comprends? Puis tu embarques dans l'émission, puis tu rentres dans l'univers de District 31, qui est un univers qui est vraiment vaste, puis qui crée des polémiques sur Internet, puis que le monde va savoir qu'est-ce qui va se passer pour la prochaine saison, puis tout ça. Parce que moi, j'écoutais dans le vrai temps. Mais cette émission-là est excellente, là. Du premier épisode jusqu'à la dernière épisode, t'es dedans à 100%, là. Puis tu vis la vie que tu ne comprends pas. Tu sais, moi, je suis un homme noir de Montréal, Laval plutôt, represent. Je comprends pas comment les policiers fonctionnent tout le temps. Puis des fois, j'ai la misère à comprendre pourquoi ils agissent d'une telle façon, pourquoi ils parlent d'une telle façon. Puis peut-être il y en a qui ont des tendances à vouloir parler de cette façon-là avec comme les personnes de communauté. Et il y en a d'autres qui sont des policiers très chill. Ouais. Donc, ça nous donne la possibilité de voir l'envers de la caméra. Ou tu rentres dans leur milieu à eux, fait que tu comprends un petit peu plus des choses. Peut-être c'est grossi, peut-être c'est romancé, et ainsi de suite, mais ça reste intéressant de voir les dualités que les autres peuvent vivre dans leur vie de tous les jours puis qui peuvent l'emmener au travail. Comme toi et moi, on arrive au travail, mais on emmène notre vie de tous les jours, exactement, notre vie de tous les jours là-bas. Donc, ça emmène un autre débat, là, mais c'est intéressant de voir aussi cette facette-là. Mais c'est quoi qui fait que, mais sans spoil, là, OK? Mais c'est quoi qui fait que ça a autant marché, que les gens ont autant embarqué, versus, parce que c'est pas la première quotidienne qu'il y a eu au Québec, là? Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Premièrement, le premier point, c'est que c'est des émissions de 20 minutes. 20-25 minutes, on met les pauses et tout ça, là. C'est fast-paced. C'est fast-paced, ça s'écoute bien, c'est 4 jours semaine, ça va bien. Tu comprends? Le choix des acteurs est important aussi. Quand tu as Magali Lépine Blondeau qui est dans ton émission, trust me, les gens vont écouter. Ben oui. Okay? Tu te poses pas de questions. Là. Quand tu as Guy Roy qui est là, puis tu as déjà écouté Kilomètre-heure, tu veux écouter l'émission. Mais quand tu as Magali aussi, tu peux redire Magali. Oui. Magali, encore une fois. Oui. Non, je suis d'accord avec toi. C'est un fait. Tu comprends? Tu veux écouter l'émission, non seulement pour la beauté de la femme, ça reste un point important, mais ça reste que elle est bonne, la femme, son travail d'actrice est impeccable. Tu sais, on parle beaucoup de Guylaine Tremblay, là. Excellente aussi, mais elle est au top, au même niveau que Guylaine Tremblay, selon moi. Tu comprends? Fait que tu as plusieurs acteurs là, qui sont dans l'émission présentement qui font en sorte que tu veux écouter l'émission. Après ça, tu as le jeu d'acteurs qui rentre en ligne de compte. Là, toi, tu aimes Patrick Bissonnette, là, Vincent Otis, là. Il est excellent, là. Puis je pense que dans cette émission-là, c'est vraiment là qu'on l'a découvert, parce qu'avant ça, aucune idée. Moi, tu savais c'était qui? Avant District, non. Voilà. Crazy. Il a développé son jeu-là, selon moi, bien sûr. Puis il est exceptionnel dans qu'est-ce qu'il fait, là. Stéphane Pouliot. Elle s'attendait à tout ça. C'est comme Daniel Radcliffe puis Harry Potter. Comme, maintenant, je vois Vincent Guillaume-Otis. Si tu vois juste pas Bissonnette. Il y a quelque chose d'excellent dans l'émission. Puis après ça, c'est l'histoire. Comme, c'était quoi la première intrigue de l'histoire? C'était Théo Gagnon. Théo Gagnon. T'es tout de suite lancé dans l'intrigue. Puis après ça, t'as Jean-Loup qui arrive là. Puis qui dit que lui, c'est tough pour lui. Parce que, tu comprends ce que je veux dire? Ah yo, moi je suis un gars radio offert là. Arrête là. Yo, back in the days, moi je me ramène toutes les émissions là. Arrête. Jean-Loup arrive là, puis là tu vois c'est différents types d'hommes là. C'est plus Jean-Loup, c'est un nouvel homme qui arrive devant toi puis qui joue le rôle
impeccable. Perfection. Ouais. Bruno. Exact. Bruno, merci. Donc là, ça t'emmène dans cet univers-là. Puis là, je ne vais pas parler des autres quotidiennes qu'il y a déjà eu, mais juste ces points-là font en sorte que comme tu as envie d'écouter l'émission avant même l'avoir commencé. Puis l'intrigue commence depuis l'épisode 1. Dès l'épisode 1, comme je me souviens avoir dit à Maud, j'allais dormir quand on retrouve Théo. En tout cas, ça prend du temps. Ça prend du temps. Parce qu'il y a tellement de zin par-dessus zin. Oui. Puis c'est ça que j'aime, la vraisemblance aussi des choses. C'est que, je te fais une comparaison grossière, là. Quand tu écoutes une émission américaine, là, j'écoute SWAT présentement. Okay? SWAT, là, tu vis dans un spatio-temporel que tu ne comprends même pas. Tu arrives dans un épisode, tu es lundi, le 6 février. Dans l'autre épisode, tu es au mois de mai. On ne comprend pas. Il n'y a rien qui suit. Exactement, il n'y a pas de suivi. Les histoires sont pour moi, boboche, là. Je trouve que ce n'est pas des bonnes histoires, mais ça reste que c'est intriguant parce que c'est américanisé. C'est plus gros. C'est gros, les explosions, blablabla. Mais les émissions québécoises, eux autres t'emmènent dans l'univers, non seulement, mais t'emmènent dans une histoire, puis ils veulent que tu suives l'histoire. Donc, ils créent un momentum jusqu'à temps que tu arrives au pic où est-ce que tu es comme « Wow! » Un peu comme le wrestling, là, mais on ne va pas rentrer là-dedans. On ne va pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Mais c'est ça que j'aime beaucoup. Puis on peut en parler longtemps, tu sais comment moi j'aime les émissions québécoises, mais je pense qu'il y a ça aussi, c'est que l'affaire de Théo Gagnon, ça n'a pas duré une semaine. Ça a duré plusieurs semaines, ce que ça garde les auditeurs en haleine puis qui veulent savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que tu trouves... Mais alors, qu'est-ce que Stat et Indéfendable font pas que District faisait? Je pense que je vais le dire comme ça. Moi, c'est comme ça que moi je trouve. Okay. Pour Indéfendable, qu'est-ce qui est difficile? Il y a deux choses que j'ai trouvées indéfendables que j'ai trouvées difficiles. C'est que, là, je parlais de comme des longueurs qu'il pourrait avoir dans District 31, mais l'intrigue est quand même là. Dans Indéfendable, les longueurs sont là, mais c'est des longueurs pour être des longueurs. Parce que dans le système judiciaire, c'est long. Puis des fois, avant d'avoir un dénouement, ça prend du temps. Fait que là, tu dois développer, puis patati, aller revoir les témoins, puis ainsi de suite. Donc, ça donne des longueurs que quelqu'un comme moi, puis toi, qui est comme c'est long là, avant qu'on arrive au résultat. La deuxième chose, c'est que des fois, les intrigues ne sont pas bonnes. Puis je pense que c'est ça qui leur a fait mal, surtout dans la première saison, c'est que l'intrigue finale, quand la saison a terminé, tu étais comme « What? » Puis là, tu rentres à la deuxième saison, plein milieu de la deuxième saison, puis tu es comme « What? » C'est ça qui... L'émission est bonne, là, mais c'est ça qui la rend pas au même niveau. L'écriture est peut-être différente, l'histoire peut-être est faite de manière différente et tout ça. Mais pour moi, pour avoir écouté beaucoup de quotidiennes, ça ne rentre pas dans le top 5 des meilleures quotidiennes qui existent. Ils ont du travail à faire avant d'arriver là. Pour Stats, moi j'aime Stats. Parce que qu'est-ce que j'aime de Stats, c'est qu'on rentre dans le milieu hospitalier qu'on ne connaît pas, qu'on connaît mais qu'on ne connaît pas. Puis qu'est-ce que j'aime là-dedans, c'est que tu as vraiment des personnages authentiques, tu as des personnalités différentes. Les histoires, les intrigues ne sont pas trop longues, ne sont pas trop courtes. Puis ça te laisse toujours en haleine. Tu as toujours une grosse histoire derrière tout ça. Encore une fois, qu'est-ce qui les tue? C'est l'intrigue. L'intrigue, elle me dérange un peu. Quand tu vas écouter, tu vas comprendre qu'est-ce que je veux dire. L'intrigue, c'est comme, tu attends pour ça, puis là, quand tu arrives au point culminant que tu apprends c'est quoi la fin, tu es comme, what? C'est tout ça pour ça? Okay, je comprends. Là, j'attends la prochaine saison parce qu'ils sont mieux de me convaincre que ça fait du sens. Mais l'intrigue me laisse sur mon appétit que je suis comme, je pense qu'ils auraient pu faire mieux. Parce que j'ai vu déjà mieux. Puis là, malheureusement, on vient avec le système de comparaison. On parlait de Fabienne Larouche, là. Tu comprends? Tu vas avec le système de comparaison. Elle a fait cette émission-là, puis elle a fait ça. Regarde, qu'est-ce que tu viens de faire. Tu comprends? Fait comparer les deux, c'est tough. Mais District 31, c'est là. Man, je vais commencer Stat quand on aura fini District 31, puis je vais finir District 31, je sais pas quand. Parce que ça prend du temps. Puis là, le travail reprend sous. Mais écoute avec tes élèves, man. Ça va leur donner ça va leur donner des bonnes façons de fonctionner. No cap, je le ferai, man. À un moment donné, là, tu sais, quand on a fini un projet, puis d'habitude, on joue à loup-garou. Là, on va fermer notre bouche, on va écouter. On va écouter du film. On va savoir ce qu'un jeu d'acteur. C'est ça. Regardez ça. Yo, je vais aller avec toi avec un nouveau concept que tu vas amener, man, un jeu questionnaire. Vas-y, je te laisse expliquer.
Mon gars, tu te souviens la dernière fois qu'on a été voir le match des Alouettes? Yep. On est dans la file d'attente pour aller chercher quelque chose à manger, quelque chose à boire. Maud est avec nous, la ligne est longue, on part sur une discussion. Là, ça m'a fait penser à quelque chose. Comme, comment ça se fait qu'on a des opinions qui sont aussi contradictoires pour le même sport qu'on peut regarder? Yeah. Donc là, je vais vraiment expliquer ce qui s'est passé. On parlait des joueurs de hockey en général. Puis là, on est tombé sur c'est qui le meilleur américain au niveau talent de la Ligue nationale. Ouais. Tu me vends que c'est Austin Matthews, je te vends que c'est un autre joueur que moi que je dis que c'est Patrick Kane. Okay? Puis là, la comparaison est venue entre les deux. Je te repose la question pour que tu puisses le dire aux auditeurs qu'est-ce que tu as dit. Oui. Okay? La question est la suivante. Au niveau talent. Talent. Pur. Talent sur la glace. Là. Talent sur la glace. Yep. Qui est le meilleur américain entre Austin Matthews et Patrick Kane? Talent. Là. Austin Matthews. En termes de... C'est simple. En termes... Puis tu sais quoi? Avant qu'on termine, je vais dire à Jaco de venir, OK? Pas de problème. Je texte là, viens là. OK? Pas de problème. Talent, c'est Austin Matthews. Austin Matthews, regarde. Qu'est-ce qui définit un bon joueur de hockey? C'est quoi les différents départements qui nous permettent de savoir c'est quoi un bon joueur de hockey? IQ. Défense. Offense. Awareness. D'avoir ton surrounding. Exact. Après, fait ton leadership. sa beauté. Mais là, il n'y a personne qui est bon, mon cher. Ton leadership. On va y aller pour ça. OK. Maintenant, allons-y avec le IQ. On va mettre skills aussi. Skills qui est talent, mais skills. Allons-y avec le IQ. En termes de IQ, OK? Fais pas cette erreur. Non, mais arrête. Déjà, dans une équipe, le joueur qui a besoin le plus d'avoir un bon IQ, c'est le centre. Je suis d'accord avec toi. Oui. En termes de IQ, Austin Matthews n'a rien à envier à Patrick Kane. Est-ce que... Qui a le plus d'IQ entre Austin Matthews et Mitch Marner? Qui a un meilleur IQ entre Austin Matthews et Mitch Marner? Austin Matthews. Oh, Austin Matthews. Je vais t'expliquer pourquoi. Regarde. Austin Matthews. Même parce que regarde. Regarde. Le IQ au hockey, c'est dans quel objectif? Ben, d'avoir une meilleure vision du jeu. Tu vas trop loin. Tu vois, tu analyses la game. Le IQ au hockey est dans l'objectif de scorer des buts. Non, pas juste ça, mon cher. C'est pas juste ça, je te dis, mais l'objectif principal de la game, c'est d'amener la rondelle dans le net. C'est beaucoup plus que ça. Il y a beaucoup de choses qui nous permettent d'amener la rondelle dans le net. Parce que je n'arrêterai pas juste à rentrer la rondelle. Non! Ça, c'est l'objectif final de toute chose au hockey. C'est ça, je te dis, sauf que tout le IQ, c'est pour te permettre de faire ça. Ça ne repose pas juste sur ça. Mais je dis pas que ça repose juste sur ça, mais je te dis que Austin Matthews, qui est capable de trouver 1001 façons de scorer, c'est pas un scoreur unidimensionnel comme on pourrait dire que Ovechkin l'est. Mais Ovechkin a un gros IQ pour toi? Non, pour moi, Ovechkin n'a pas un gros IQ, Ovechkin a une bonne shot. Fait que c'est pas la même chose pour Austin Matthews. Non! Austin Matthews, c'est pas seulement une bonne shot. Tu te crois en plus quand tu dis ça. Non, mais Nick, le patinet score des 60 buts. Il a fait ça 2 saisons seulement. Mais qui a fait ça avant lui? Hein? Qui a fait dans l'ère qu'on est maintenant là? Pas dans l'ère où c'était moi qui étais goalie. Il n'y a pas beaucoup qui ont fait ça. Mais c'est ça que je te dis là. Puis les goalies sont meilleurs. Le Patin fait des 60 buts dans un ère où c'est Bobrovski le gardien. Dans un era où il y avait Carey Price qui était gardien. Ouais, dans un era où on a rétréci l'équipement de gardien puis qu'on a agrandi. Je comprends, mais les gardiens sont de loin meilleurs là qu'ils étaient avant là. Carey Price n'est plus là, je vais juste te le dire. Hein. Je suis ok, Carey Price n'est plus là, mais Bobrovski est encore là. Une marque est pas mauvaise. Est-ce que tu viens de comparer Bobrovski? Je dis pas que Bobrovski est comme Carey Price. Attention! Je te dis juste qu'il y a des bons gardiens dans la ligue. Puis que Austin Matthews, qui à sa première game score quoi? 4 goals. Austin Matthews, qui joue dans une équipe où la pression est hors date. Je ne sais pas qui est clutch. Parce qu'il n'a jamais dépassé comme second round. Ouais. Je ne dis pas qu'il a une meilleure carrière que Patrick Kane. Tu fais l'erreur que beaucoup de gens, je trouve qu'ils font l'erreur. C'est qu'ils se disent que à cause qu'il score des buts, il devient automatiquement meilleur que l'autre. Non, mais c'est pas parce que... C'est pas à cause qu'il a marqué 4 buts dans son premier match et que
comment il s'appelle? Patrick Kane a fait seulement un but. Non, mais... Qui a plus de talent. Regarde, le patinet est un meilleur joueur offensif que Patrick Kane. Il a un meilleur coup de patin que Patrick Kane. Il est plus lourd que Patrick Kane. Okay. C'est un meilleur passeur que Patrick Kane. Non. Arrête! C'est son rôle! De feed! Non! C'est pas lui qui feed, c'est ça la fois que tu comprends pas. Mais c'est qui? Fait 60... C'est Marner qui feed pour lui. Ok, dis-moi c'est quoi le line? C'est quoi le line? C'est Marner, lui, puis n'importe quel ingrédient qui décide de mettre de l'autre côté. Ok, fact. Ok. Mais regarde, Matthews a les skills de feed n'importe qui d'autre. Il pourrait. C'est juste que c'est un meilleur scoreur. Mais vu que c'est un meilleur scoreur, alors c'est qui le feed? Marner va le feed. Alors c'est Sauf que est-ce que Patrick Kane a le talent pour feed? I don't know, il fait pas. Hein? He doesn't! He do not! Qui? Patrick Kane! Je dis pas que c'est un mauvais passeur. Je dis juste qu'entre le meilleur passeur... Regarde les stats de Patrick Kane, mon gars. Ok. Fais juste regarder les stats de Patrick Kane. On va sortir ça tout de suite. Et on va pouvoir... On va sortir ça tout de suite. Ok? Parce que lui peut avoir autant de passes que autant de buts. Des années, il va avoir plus de un, plus de l'autre. Bon, regarde, j'ai préparé le micro pour Jaco. Jaco, viens t'asseoir ici. Non, Jaco, t'asseoir avec moi, ok? Oui, parce que fiévreux, tu bailles. Ça qu'a fait. Mais toi, des brogènes. Non, mais ça qu'a fait. Ok. Donne cet bruit.